C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, cette question. Trump frappe, l'Iran riposte, l'embrasement. On parle désormais d'un missile balistique envoyé par l'Iran en direction du Koweït. C'est ce qu'annonce le commandement américain. Les Iraniens ont même publié des images montrant cette attaque. Pour eux, c'est la réponse aux frappes américaines un peu plus tôt près de l'aéroport de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran. Dans un instant, retour avec toujours plus d'images sur ces incidents les plus graves depuis le début de la trêve. Et bien sûr, à la clé, cette question, cette trêve est-elle plus fragile que jamais? La guerre va-t-elle même reprendre? Et puis Iran, mais aussi Oman. Trump est-il prêt à tout faire sauter? Oui, il menace le sultanat de le faire sauter. Déclaration si brutale que chacun s'est demandé s'il ne s'était pas trompé. Et puis vous le verrez, chaque jour tombe une nouvelle preuve de la force iranienne. Aujourd'hui, un nouveau système antidéfense. Alors que chaque jour tombe de nouvelles preuves d'une armée américaine qui s'essouffle. Là aujourd'hui, c'est un rapport alarmiste. 3 ans, c'est le nombre d'années qu'il faudra aux Américains pour refaire leur stock. Bien sûr, nos équipes sont mobilisées et nous les retrouverons dans quelques instants. Nous serons aux États-Unis, nous serons au Liban, nous serons à Doha. C'est très important ce qui s'y passe. Et puis donc, c'est parti. Trump frappe, l'Iran riposte, embrasement. Écoutez, regardez. Ils négocient sur aucune base, mais s'il faut, on y retournera. Suite à l'agression ce matin par l'armée américaine envahissante contre l'aéroport de Bandar Abbas à l'aide de projectiles aériens, la base aérienne américaine qui a servi de source à l'attaque a été ciblée. Le corps des gardiens de la révolution islamique a averti. Cette riposte constitue un avertissement sérieux à l'ennemi. Toute agression ne restera pas impunie et toute récidive entraînera une réponse plus ferme. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Bonjour et bienvenue, Général Olivier Kempf. On ne vous avait jamais reçu dans le grand dossier, donc j'en suis ravie. Je vous lis, je vous suis. Ancien général de l'armée de terre, chercheur associé à la FRS. Vous pouvez décliner pour nos spectateurs? Fondation pour la recherche stratégique, qui est un des grands think tanks français. Et voilà, je fais d'autres choses aussi. Et vous serez dans quelques instants devant l'écran avec moi pour expliquer tout ce qu'il faut savoir à nos téléspectateurs. Guillaume Roquette, bonjour, merci. Ravi de vous recevoir en tenue d'été, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et puis, ravi de vous retrouver, bien sûr, Xavier de Giacomoni. Vous êtes royaliste international LCI. Georges Malbruno sera également à nos côtés dans quelques instants. L'information qu'il faut regarder de près, c'est celle qui vient de tomber. Un accord serait sur la table, serait même conclu. Mais reste maintenant à Donald Trump à le signer. Alors on va en parler bien sûr avec Sonia Dridi, qui est avec nous en direct depuis la Maison Blanche, correspondante accréditée sur place. Sonia, là, on a besoin d'y voir un peu plus clair. Information de nos confrères d'Axios. Ça y est, il y a un accord entre Iraniens et Américains ? Alors selon Axios, les négociateurs américains et iraniens se sont mis d'accord sur un mémorandum de 60 jours qui permettrait d'étendre le cessez-le-feu et d'ouvrir les négociations sur la question nucléaire. Mais Axios rapporte aussi que le président Trump a fait passer le message aux négociateurs qu'il voulait encore quelques jours pour réfléchir. On n'a pas encore de réaction ici à la Maison-Blanche. L'une des porte-paroles est en réunion. Donald Trump, lui, est dans la résidence que vous pouvez voir derrière moi. Il est en train d'enregistrer une interview avec la chaîne Fox News et il est très possible qu'il aborde le sujet. Et selon les informations d'Axios, eh bien, pendant cette période de négociation, le blocus américain serait levé, le détroit d'Ormuz serait rouvert et cela permettrait à Donald Trump de gagner du temps. On le sait, lassé, frustré par ces négociations et notamment de célébrer le 4 juillet, les 250 ans de l'Amérique, sans être sous la pression de cette question iranienne. Merci infiniment Sonia Dridi, on se retrouve un peu plus tard et puis surtout si des déclarations se confirment ou sortent de cette interview, nous sommes preneurs. Je précise qu'on parlera de Cuba avec Sonia un peu plus tard dans cette émission, il s'y passe des choses. Vous y croyez, on va faire très simple, vous y croyez à un accord moult fois annoncé et puis régulièrement immense déception à la clé? Écoutez, tout est possible dans cette guerre depuis le début. Le plus grand risque, à mon avis, aujourd'hui, pour que l'accord puisse ne pas se faire, serait que ce qu'on appelle les durs
autant dans le régime iranien que chez les républicains, puisse le faire capoter. Parce que à l'intérieur de l'Iran, il y a des voix qui s'élèvent contre Kalibaf et contre Araghchi, donc le speaker du Parlement et le ministre des Affaires étrangères, qui sont, si vous voulez, en tête de proue des négociations et qui sont identifiés comme ceux qui ont esquissé les accords. Et à l'intérieur du Parti républicain, eh bien, il y a aussi des personnes qui disent Trump est en train de trop céder à l'Iran. La question qui reste aujourd'hui, c'est l'avenir de l'uranium enrichi. Beaucoup de théories sont lancées. Il y a même le Kazakhstan qui a été mis en avant comme un endroit potentiel où cet uranium pourrait être soit dilué, soit déposé. Raphaël Grossi, le secrétaire général de l'AIEA, est au Kazakhstan aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a en tout cas des prémices d'un accord, mais je voudrais quand même souligner une chose, que la victoire, la grande victoire de ces négociations semblerait être, si l'accord aboutit, l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui n'était pas fermé avant le début des frappes. Toutes les autres questions restent en suspens. Allez-y. Oui, je crois qu'il va y avoir un accord. Pourquoi ? Parce que Axios, c'est depuis le début du conflit ceux qui sont les mieux informés. Donc c'est en fait le porte-voix officiellement officieux ou officieusement officiel, bref, de la Maison-Blanche. Donc ça sort de Washington. Donc c'est une déclaration qui vient de la Maison-Blanche de facto, même si c'est pas encore officiellement avalisé par Trump. L'intérêt, c'est de gagner 60 jours, c'est de réouvrir le détroit et donc de décongestionner le Golfe, mais aussi l'économie mondiale, de gagner 60 jours pour Trump qui en a besoin avant le 250e anniversaire, avant vis-à-vis du Congrès, avant son propre anniversaire, avant tout un tas de choses, donc il en a besoin rapidement, et même si à la fin c'est de facto, et vous avez raison Samantha, c'est de facto une victoire iranienne. Guillaume. Oui, effectivement, Donald Trump a perdu la guerre et il est en train de l'admettre. Il l'admet de façon habile, c'est-à-dire qu'il fait semblant de continuer à la faire avec ses frappes sur lesquelles on reviendra, sans doute dans l'émission. Et puis, il dit « Ah, j'ai pas encore décidé de savoir si j'allais accepter ou non cette proposition. » Mais dès lors que les 2 points qui étaient les objectifs de départ, c'est-à-dire faire tomber le régime, bon, ça c'est raté, et renoncer au programme nucléaire, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y a pas d'engagement précis dans cet accord. Et en contrepartie, les Iraniens obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire non seulement, on le dit, la réouverture du détroit, mais aussi des discussions sur les sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran et le gel des avoirs iraniens à l'étranger. Puisque chaque mot compte au millimètre, on le sait, peut-être qu'il faut corriger, en fait, un accord trouvé et non pas couvelé. Pardon, je vais y arriver, pardon. Je vais tout vous dire, on me parle en même temps. Un accord trouvé plutôt qu'un accord conclu, parce qu'il n'y a pas la signature, il n'y a pas l'encre sur le papier pour le moment, en tout cas du président américain. Il y a tellement à dire là, oui, du président américain, mais on oublie un autre personnage dans cette affaire, c'est Mojtaba Khamenei. On n'a pas son avis non plus. Il n'y a pas que le président américain qui doit signer, il y a les Iraniens aussi. On se met toujours dans la position selon laquelle ce seraient les Iraniens qui seraient très pressés de conclure un accord parce que sous l'emprise de la guerre menée par la grande puissance américaine. Mais ce que nous montre la guerre d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout. C'est que les Iraniens ont le temps, ils prennent le temps, et celui qui n'a pas le temps, c'est Donald Trump. Je pense qu'il faut le répéter, c'est important. Même si les mi-termes, effectivement, ça peut être enjambé, de toute façon, il les perdra, mais il n'a pas le temps pour des tonnes de raisons qu'on ne va pas développer ici. En revanche, c'est pas un accord, c'est un mémorandum d'entente de 60 jours visant à prolonger le cessez-le-feu et à lancer des négociations. Donc, éventuellement, Iraniens et Américains seraient d'accord pour négocier. Négocier sur quoi ? Évidemment, sur l'essentiel, le nucléaire iranien. Mais que donneront ces négociations dans 60 jours ? On n'en sait strictement rien. Gros avantage pour les Iraniens, je vais très vite, 25 milliards de dollars possiblement récupérés assez rapidement, peut-être en 2 fois, 12 et 13 ou 12 et 12, la somme évolue. Et ça, c'est très important pour eux parce qu'ils sont vraiment à court de finances, ils ont une population qui n'en peut plus et ils ont besoin de soutenir leur population. Et d'ailleurs, il y aurait aussi de l'aide humanitaire prévue dans ce qu'on va appeler plutôt un mémorandum qu'un accord. Mémorandum, ça nous rappelle Budapest, pas des bons souvenirs. Bon, en tout cas, on s'est corrigé, un accord trouvé plutôt que conclu, parce qu'encore une fois, il n'y a pas l'accord sur le papier, il n'y a pas la signature, l'encre. Voilà, on en reparlera un peu plus tard, bien évidemment. Mais le contexte, il faut quand même le rappeler, c'est un contexte d'incidents les plus graves depuis le début de la trêve. L'Iran dit avoir tiré sur 4 navires dans le détroit d'Ormuz, puis a affirmé avoir touché une base américaine en riposte. D'ailleurs, le commandement américain
américain annonce maintenant que c'est un missile balistique qui a pris la direction du Koweït. On va prendre les choses les unes après les autres, comme on sait le faire. D'abord, on va s'arrêter sur l'acte 1. On va s'arrêter ensemble, général, sur les frappes américaines et ensuite on se posera toutes les questions qu'il faut se poser. D'abord, pour nos téléspectateurs, général, racontez-nous ce qu'il s'est passé du côté des frappes américaines. Alors, ce qui s'est passé, on le voit assez distinctement. Voilà, hop, vous avez vu, c'est arrivé et ça explose et vous avez une explosion. On est la nuit dernière, 22h17, heure locale, et les Américains attaquent un certain nombre de drones qui sont en vol au nord du détroit d'Ormuz, et ils les attaquent avec des avions, des F-16, des F-18 et des F-35, donc des avions qui décollent soit de porte-avions, soit de base à terre. Donc voilà ce qui s'est passé, on a les 3 avions devant nous, donc c'est quelque chose qui a quand même été anticipé. C'est le rôle des militaires, de préparer des choses, et puis on appuie sur le bouton et ça part. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Et après ? Et alors après, on va voir la diapo suivante, on voit qu'ils ont frappé un centre de contrôle, si on peut remettre la diapo d'avant. Oui, un centre de contrôle qui se trouvait au nord de Bandar Abbas, qui est le centre de contrôle visiblement des drones. Voilà. Ici, des drones qui étaient en cours de vol pour traverser le détroit d'Ormuz, probablement en direction de tankers, parce qu'il y aurait eu suspicion de franchissement incontrôlé du détroit d'Ormuz par des navires. Donc voilà où on en était. La déclaration américaine, c'est complètement de l'autodéfense. On est là pour réguler, et comme vous étiez en train d'agresser, c'est de l'autodéfense, donc c'est uniquement défensif. Donc c'est j'attaque, mais c'est une attaque défensive. C'est un peu paradoxal, mais on n'est pas à un paradoxe près dans cette guerre. Je propose qu'on aille à Bandar Abbas maintenant. Allons-y. Alors voilà, là c'est les F-35, c'est le dernier avion qui a été produit par l'armée américaine, un avion furtif, et nous voici à Bandar Abbas, qui est ici, la seule ville finalement qui tient le golfe, le détroit d'Ormuz. Parce que dans le golfe Persique, il y a plusieurs villes, mais au détroit d'Ormuz. Alors regardez comment ça se passe, vous voyez qu'on a des îlots, vous avez des montagnes tout autour, ici une zone un peu désertique, un peu plate, et voici la ville de Bandar Abbas, 700 000 personnes, 700 000 hommes, c'est un peu militaire comme façon de parler, 700 000 personnes, et c'est un port qui est à la fois civil, logistique et pétrolier, et d'un autre côté, c'est un port militaire qui est détenu. Regardez, on avait vu le relief, et là on voit que c'est aussi un port militaire avec des antennes, un radome, et là on voit toute la partie logistique. On se rend donc que finalement Bandar Abbas, pour l'Iran, c'est à la fois Fos-sur-Mer, le port logistique à côté de Marseille, et c'est Toulon, la base militaire française qui est là aussi sur la Méditerranée. Bandar Abbas, c'est ça. Mais c'est parfait. Merci beaucoup, Général. On se retrouve un peu plus tard pour revenir sur les frappes iraniennes cette fois. Alors, les Américains disent que tout ça était destiné à maintenir le cessez-le-feu. Quelques heures plus tard, l'Iran riposte. Un missile balistique tout de même, c'est ce que disent les Américains direction le Koweït. À la fin, est-ce que franchement tout ça est de nature à maintenir un cessez-le-feu ou à le faire exploser en vol ? Pour le moment, le cessez-le-feu tient, malgré un missile balistique lancé sur le Koweït. Alors, il y a beaucoup de théories qui circulent en ce moment sur ce qui a déclenché ces frappes. Une des théories, c'est que comme les Américains ont des avions de survol en permanence et que les radars à Bandar Abbas se seraient fixés sur un avion de surveillance américain, les Américains ont lancé plusieurs drones auxquels les Américains ont répondu avec leurs frappes, auxquelles les Iraniens ont répondu. Les Iraniens, eux, disent qu'ils avaient lancé des drones, en effet, depuis Bandar Abbas, mais que c'était des drones qui étaient destinés à arrêter des navires qui voulaient traverser Ormuz sans l'autorisation des gardiens de la Révolution, en insistant bien que ce sont eux qui contrôlent Ormuz. Donc, si vous voulez, tout ça, ça montre que Ormuz reste le point chaud, mais que les deux côtés, malgré ces provocations, malgré ces frappes, ne veulent pas dire que le cessez-le-feu n'est plus en place. Mais quand même, j'insiste lourdement, l'Iran dénonce des violations du cessez-le-feu, les Américains dénoncent des violations du cessez-le-feu, mais cessez-le-feu, il y a toujours. Oui, rappelons que cessez-le-feu, il date du 8 avril et que donc il y a maintenant plus de 6 semaines que la guerre s'est arrêtée, ce qui n'a jamais empêché les escarmouches. Et effectivement, on en a là un nouveau exemple. Et je pense que au-delà de cette régulation un peu rude de la situation, il y a des messages politiques qui sont envoyés. Et le message politique, il est le même des deux côtés. C'est
même pas peur. Et donc, Donald Trump veut montrer à son opinion publique que ce n'est pas parce qu'il ouvre des négociations qu'il a capitulé. Il n'a pas levé de drapeau blanc. Et donc, je pense que ces démonstrations de force, qui restent quand même très limitées, comme on s'était rappelé à l'instant, elles servent aussi à informer l'opinion publique américaine, à rassurer les républicains qui s'inquiètent de voir Trump lever le camp sans avoir obtenu quelque chose. C'est une petite démonstration de force, ou en tout cas de non-fatalisme de Trump. Je voyais certains qui disaient qu'il fallait peut-être revoir la définition du cessez-le-feu bientôt, puisque quand même, elle est assez malmenée. Non, mais ma question surtout, c'est de savoir à quoi pourraient ressembler les prochaines heures. Général, à partir de maintenant, à quoi pourraient ressembler les prochaines heures ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les États-Unis frappent à nouveau à leur tour, puisqu'un missile balistique est allé direction le Koweït ? Je vais être encore plus clair que ce que disait Guillaume. D'abord, un cessez-le-feu, c'est pas une paix. C'est la guerre. Un cessez-le-feu, c'est une cessation temporaire des hostilités, le temps qu'on discute. Mais ça n'empêche pas les anicroches, les escarmouches. C'est pas une escalade, grand 1. Grand 2, on pensait dans la journée que finalement ce qui s'est passé cette nuit, qui était important, était en réaction au passage et était en appui à des négociations. Ce que Guillaume est en train de suggérer, que je vais dire de façon peut-être plus forte ou plus claire ou plus basique ou simpliste, je suis désolé, c'est pour préparer l'opinion américaine à l'annonce de ce mémorandum qui a été trouvé, pour reprendre votre mot, Amélie, entre l'Iran et Washington. Donc, Washington a lancé quelque chose cette nuit pour dire, vous savez, on a toujours un bâton, et même si on va continuer à négocier, on est toujours prêt à battre, et la riposte iranienne a été somme toute modérée, parce que certes c'est un missile balistique, mais c'est un missile balistique courte portée qui a fait 60 km, qui était allé taper une base importante, mais au Koweït. Enfin, je veux dire, pas aux Émirats, pas aux Émirats, pas en Arabie, pas en Israël. Oui. Bon, rien qui, enfin, je suis désolé pour les Koweïtiens, rien qui engageait le gabarit. Et donc, à mon avis, ce qu'on vient de détailler était quelque chose qui a été préparé, probablement peut-être négocié entre les deux, de façon à préparer le mémorandum que nous venons d'apprendre cet après-midi. Oui, Xavier. Oui, ce qui est intéressant, c'est la cible, c'est le Koweït. Quand on voit le missile balistique pour arriver au Koweït, il a quasiment aucune chance en fait. Il va être détruit. D'ailleurs, il l'a été. On peut même imaginer, alors là, c'est mon imagination, c'est pas une information, que les Iraniens aient prévenu qu'ils allaient lancer un missile sur une base américaine au Koweït, à savoir la base Ali Salem. Pour les Américains, en revanche, il s'agissait de montrer qu'ils ne se laissaient pas faire dans le détroit d'Ormuz, puisque c'est quand même l'épine dans le pied depuis le début de la guerre. C'est quand même ce qu'ils n'avaient pas prévu de cette ampleur-là. Et d'ailleurs, même les Iraniens eux-mêmes ont été surpris de disposer de cette arme de destruction massive qu'ils n'avaient jamais utilisée, qu'ils n'avaient jamais vraiment osé utiliser, même pendant la guerre des pétroliers. C'était très très différent pendant la guerre Iran-Irak. Là, les Américains leur ont rappelé qu'on ne lançait pas impunément des drones sur des bâtiments civils. Le dernier drone, il y a eu 6 drones d'abattus, 5 en vol. Le 6e a été abattu au moment de son lancement sur la base depuis laquelle il est lancé, qui est toute proche, collée d'ailleurs à l'aéroport de Bandar Abbas. Donc c'est bien pour montrer aux Iraniens, on sait où sont les drones, on sait ce que vous faites, on va arrêter avec ce jeu-là. Et effectivement, ça peut donner un signal. À l'opinion publique américaine, j'en doute, mais au monde... Parce que parfois on parle donc effectivement de drones, mais quand c'est un missile balistique, est-ce que ça fait une différence ? Est-ce que c'est quand même une montée en gamme ? Est-ce que le signal est un cran au-dessus ? Oui, parce que un missile est normalement beaucoup plus précis. La différence entre un missile et un drone, c'est que le drone, c'est la masse, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre beaucoup plus simultanément en vol, mais qu'ils ont une charge utile, une charge explosive emportée qui est beaucoup plus faible. Un missile a une charge emportée beaucoup plus importante, mais il coûte beaucoup plus cher, mais en revanche, il est beaucoup plus précis. Donc, oui, la signification est différente. Cela étant, dans la durée, et c'est pour ça qu'on parle de victoire iranienne, c'est que les Iraniens ont résisté à l'agression américaine, et grâce, finalement, à leur arsenal de drones et de missiles. Donc, pour l'instant, ils s'en sortent bien. Et grâce à leur contrôle d'Ormuz. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi je crois que cette escarmouche, c'est un signal non seulement de chaque partie l'un à l'autre, mais un signal vis-à-vis de ceux qui, en interne,
sont plus durs et ne veulent pas de paix. Donc il y a 3 négociations qui sont en train d'avoir lieu maintenant entre les Iraniens et les Américains entre eux, les Iraniens entre eux. Il faut qu'on regarde des images qui sont très fortes, des images de frappes à tir ce matin, on parle du Liban, après des frappes aériennes israéliennes donc, très très intenses. Regardez. Et puis derrière, voyons les images de destruction, les images de destruction du côté de Tyr. En termes d'images, c'est pas terminé puisqu'il y a eu une autre frappe, une frappe ciblée à Beyrouth cet après-midi. Je ne sais pas si Georges Malbruno est avec nous. Il est avec nous. Je vous en prie, prenez place sur ce plateau. Soyez le bienvenu. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et on va revenir sur cette actualité également ensemble. Mais pendant que vous vous installez tranquillement, bonjour. On va reprendre la direction du terrain. On retrouve Thomas Misraki qui est à Beyrouth, justement sur les lieux de cette toute dernière frappe israélienne au pied de l'immeuble touché. Ah oui, Israël qui parle de frappe ciblée. Alors je vais vous montrer ce qui s'est passé ici avec les images de Morgan Pope. C'est un drone qui a dû frapper le premier étage de cet immeuble. Il y a plusieurs morts, nous dit-on. Il y a aussi plusieurs blessés, mais les informations ici pour l'instant, il faut les prendre avec précaution parce qu'elles nous viennent du Hezbollah. Vous le voyez, eh bien, les engins de chantier sont à pied d'œuvre pour déblayer eh bien, les dégâts. Je vais vous montrer, je vais demander à Morgan de se retourner, je vais vous montrer les dégâts collatéraux avec ces voitures qui ont été fortement endommagées par cette frappe. Israël qui frappe énormément ces derniers temps. Ce qui compte ici, c'est qu'on est à Beyrouth, dans le sud de la ville, et que eh bien, pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, il y avait eu très peu de frappes ici depuis le 17 avril, c'est-à-dire depuis le début du cessez-le-feu. C'est en train de changer. C'est en train de changer aussi à Tyr avec au moins une douzaine de frappes depuis 24 heures. C'est en train aussi de changer à Saïda avec une frappe il y a quelques heures. Israël qui intensifie ses frappes et l'étendue de ces dernières sur l'ensemble du territoire libanais pour quelques raisons que ce soit. Alors, il y a d'abord évidemment une volonté de faire plier le Liban, une volonté aussi de faire le maximum de dégâts avant un accord entre les États-Unis et l'Iran qui mettrait fin aux opérations militaires ici. Ce que l'on constate depuis quelques heures, depuis quelques jours, c'est qu'Israël frappe très très fort ici. Apparemment, c'était quelqu'un du Hezbollah qui était visé, mais ça, on n'en a pas encore la confirmation. Encore une fois, plusieurs morts, ça c'est une quasi-certitude, plusieurs blessés suite à cette attaque de drone ici dans le sud de Beyrouth. Merci beaucoup Thomas Misraki avec Morgan Pope. Bon courage à vous messieurs sur le terrain et donc bienvenue à vous Georges Malbruno. Merci de nous avoir rejoint une nouvelle fois dans cette émission. Comment vous analysez ces frappes ? On a parlé hier d'un bilan d'une 30aine de morts juste sur la journée d'hier. Les Israéliens frappent le plus fort possible parce qu'ils sentent qu'un accord va bientôt arriver et qu'après ils ne pourront plus toucher ? Probablement que Benyamin Netanyahou, d'ailleurs qu'il a annoncé dès hier, qui augmenterait la pression, qui remonterait au nord du fleuve Litani, sans qu'il pourrait y avoir un accord. Il va y avoir un accord, un protocole d'accord entre Iraniens et Américains. Toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure ce protocole d'accord va lier les mains d'Israël et surtout va lier la question irano-américaine à la question libanaise. Les Iraniens souhaitent que le cessez-le-feu au Liban perdure, s'installe, etc. Pour protéger leur allié, le Hezbollah, on peut subodorer que Netanyahou, probablement fort de l'appui américain, va continuer et dire, écoutez, nous, on ne se sont pas visés par ce protocole d'accord, parce que d'après ce qu'on sait sur ce qui pourrait être annoncé, effectivement, ça n'est pas une victoire ni américaine ni israélienne, et que par conséquent, Benyamin Netanyahou, lui, veut, on l'a bien vu aussi d'ailleurs sur le front de Gaza, puisqu'il vient d'annoncer aujourd'hui qu'il avait ordonné à l'armée israélienne de reprendre, je crois que c'est 70% Exactement. La bande de Gaza. Donc voilà, il se relance dans une espèce de comme ça d'aventure guerrière aussi bien au Liban et dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Georges Malbruno. Oui, et cette question, la guerre peut-elle reprendre ? Comment le cessez-le-feu peut-il encore tenir debout ? La garde révolutionnaire iranienne a publié ces images. Elle montre le lancement de missiles en direction de la base américaine au Koweït. Il s'agit d'un missile balistique. Retour justement avec toujours plus d'images sur les frappes iraniennes, cette fois dans un instant. Et puis Iran, mais Oman aussi. Trump est-il en train de vouloir tout faire sauter ? Oui, il menace le sultanat également de le faire sauter. C'est une déclaration brutale. On y
y revient. Et puis pendant ce temps-là, vous verrez que l'Iran utilise des bulldozers encore et encore pour rouvrir toujours plus de tunnels de missiles, avec peut-être même de nouveaux systèmes de défense, alors que du côté des États-Unis, très sérieux problème de stock, ça se confirme. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, on vous parle des États-Unis qui continuent de positionner des troupes, de déployer des actifs, des armes nécessaires pour attaquer Cuba. Ça aussi, vous le verrez avec nous. On se dit à tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu et cette question. Trump frappe, l'Iran riposte. Est-ce l'heure de l'embrasement à nouveau, alors que l'autre information, bien sûr, c'est un accord qui aurait été trouvé, selon les informations du site américain Axios, qui aurait été trouvé, mais loin d'être signé ni par Trump ni par les Iraniens. On va tout mettre à plat et au clair dans quelques instants, bien sûr, avec mes invités. Et là, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. 3 départements sortent de la vigilance orange canicule ce soir à partir de 22h. Finistère, Côte-d'Armor et la Manche. Alors que cette journée, là, aujourd'hui, est la plus chaude avec 38 degrés relevés à Angoulême. On ne peut malheureusement pas encore parler de pic ou dire nous sommes sur la fin. Il va faire très chaud encore demain. 14 départements, je le rappelle, restent en alerte. Une réunion interministérielle est toujours en cours à Matignon. Michelin va à nouveau tailler dans l'emploi en France, invoquant un contexte mondial chaotique. Quelques mois après la fermeture de ses usines à Vannes ou encore Cholet, le champion français du pneumatique envisage de supprimer jusqu'à 1500 postes sur 3 ans en France. Et puis, vive émotion dans l'hémicycle aujourd'hui. 178 ans après l'abolition de l'esclavage, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité l'abrogation du Code noir. Ce texte qui régissait la vie des esclaves figurait toujours dans la loi française. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons donc le fil de ce grand dossier. Trump frappe, l'Iran riposte, l'embrasement. Je suis toujours ravie d'être sur ce plateau avec Samantha de Bendern, avec le général Kempf, avec Guillaume Roquette, avec Xavier de Giacomoni et donc avec vous, Georges Malbruno. Merci encore une fois de nous avoir rejoints. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, on parle maintenant d'un missile balistique. L'Iran aurait visé une base au Koweït avec un missile balistique. Ça s'est passé la nuit dernière. C'est une annonce du commandement américain. Alors, tout de suite, la question s'est imposée. La guerre reprend-elle ? L'Iran a frappé après des frappes américaines. On en a parlé ensemble au début de l'émission. Pour la 2e fois cette semaine, les États-Unis ont visé le sud de l'Iran. Clairement, la tension la plus importante, la plus sérieuse depuis le début de la trêve. Mais donc, côté Iran, côté acte 2, que s'est-il passé précisément ? Le général retourne avec moi. On va voir ça exactement. Déjà très à l'aise dans l'exercice général. Que sait-on de cette riposte qui a donc suivi de peu les frappes américaines ? Souvenez-vous, cette nuit, les frappes américaines, 22h17, et dans la nuit, à 4h52 de mémoire, nous dormions tous, des missiles balistiques. Donc là, on est sur des images iraniennes, et vous avez vu les départs, c'est flouté en bas, ils sont habiles les Iraniens, ils font attention à ne pas révéler d'où ça part. Et donc vous voyez le missile qui part et qui va se diriger vers où ? Vers le Koweït, probablement. Donc 2e missile, il y en a probablement un 3e. Est-ce que ce sont ceux qui ont été tirés cette nuit ou pas ? Nous ne le savons pas, là encore, ce sont des images diffusées pour l'opinion publique, mais c'est en riposte dans la nuit à une attaque qui était quand même assez importante avec des chasseurs F-16, F-18 et F-35, on l'a vu tout à l'heure, contre des drones. Donc drones, chasseurs, missiles. Il y a une sorte, si vous voulez, je monte les muscles sans forcément vouloir faire une escalade. On est encore dans l'escarmouche parce qu'il y en a eu visiblement 3, enfin, en tout cas les Iraniens nous en ont montré 3, et ils ont visé. Ils n'ont pas visé l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas visé les Émirats, ils n'ont pas visé le Qatar, ils n'ont pas visé Israël, ils ont visé le Koweït. Alors, où est-ce que c'est le Koweït ? Peut-être qu'on va avoir une carte. La régie va nous montrer une carte. Oui, nous voici. Le détroit d'Ormuz, ils sont là. Et les missiles auraient été tirés de là-haut. Donc, tout à proximité de la frontière koweïtienne, et ça aurait tapé le Koweït. Ça fait quoi ? 150 km, même pas. C'est très petit. Et donc, ces missiles balistiques sont des missiles balistiques courte portée. Je rappelle que les Iraniens ont un stock d'une dizaine de milliers de missiles courte portée. Je veux dire, ils ont des difficultés avec les missiles longue portée, ceux qui traversent toute la région et qui vont frapper le fond de l'Arabie Saoudite ou Israël, mais des missiles courte portée qui traversent le Golfe, ils en ont des dizaines de milliers. Ils en ont tiré 3, c'était juste histoire de dire, vous savez, nous aussi, on est capable de reprendre la guerre. Mais sait-on quelle base a été visée et si elle a été touchée d'ailleurs ?
Alors, vous faites bien de poser la question. La base qui aurait été touchée serait une base aérienne, koweïtienne et américaine, parce qu'elle est partagée par les deux. Ce serait plutôt une base logistique avec des avions de transport, des drones Reaper, etc. Et donc, c'est pas de là, probablement, qu'ont décollé les avions dont nous parlions tout à l'heure. Mais en revanche, c'est une base américaine. Donc, on a vu, c'est parti de là-haut, et ça arrive ici. Très bien. Est-ce que ça a été touché ? Nous ne le savons pas, et c'est ça qui est assez intéressant, parce que nous avons eu... Les Koweïtiens nous ont dit « Oh, les Iraniens nous ont tiré dessus », les Américains ont fait aucun commentaire, on n'a aucune image, on ne sait pas si le missile a été détruit avant son arrivée, s'il a touché la base, ou s'ils ont juste visé à côté, parce que si ça se trouve, finalement, les Koweïtiens nous disent « Ils ont visé chez nous », les Iraniens disent « On a tiré des missiles, mais si ça se trouve, ils ont visé 3 chèvres au milieu du désert ». Et donc, vous êtes fait pour cet exercice, Général. Merci beaucoup, c'était très éclairant. Merci. Georges Malbruno, c'est la deuxième fois cette semaine qu'on a quand même une grosse montée en tension. Vous me direz comment vous verbalisez les choses dans un instant. Mais j'insiste, chaque camp parle de violation du cessez-le-feu. Les Iraniens, violation du cessez-le-feu. Les Américains, violation du cessez-le-feu. Il y a pourtant encore un cessez-le-feu, on peut encore parler de cessez-le-feu. Dans le même temps, on nous dit même qu'un accord aurait été trouvé. Oui, comme le général nous l'a bien expliqué, je crois qu'on était dans un calibrage de la riposte. De part et d'autre, iranienne face aux attaques américaines sur des rampes de lancement de drones et vice-versa. Alors qu'en coulisses, on sait depuis quand même bientôt une semaine qu'on est à la rédaction de ce protocole d'accord dont on annonce la signature rapidement. Demain, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan va aux États-Unis pour rencontrer son homologue. Je pense que ça va être au cœur des étudiants. Donc là, vous savez, le cessez-le-feu, il a tenu globalement, et puis de temps à autre, il fallait rappeler, l'un comme l'autre, que, on avait encore des muscles et montrer à son opinion publique qu'on se préparait à la guerre si jamais les négociations n'aboutissent pas. Mais on voit bien quand même depuis 3-4 jours. Côté iranien, on le dit, on a avancé sur le règlement d'un certain nombre de sujets. Côté américain, on le dit aussi. Voilà, on est simplement dans la rédaction d'un texte qui va être court, parce que ça n'est qu'un protocole d'accord. Mais là encore, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de différends. Il y a la question du déblocage du détroit d'Ormuz, la question de la levée du blocus américain des ports iraniens, la question essentielle pour l'Iran du retour de 24 milliards de dollars d'avoir bloqué en Chine et au Qatar. Et donc tout ça prend du temps, d'autant plus que, comme je le répète souvent, il n'y a aucune confiance de part et d'autre. Mais globalement, je pense qu'on s'achemine vers un protocole d'accord qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Parce qu'effectivement, il y a visiblement un problème logistique en Iran, c'est d'atteindre Mojtaba Khamenei et d'obtenir dans ce système iranien qui est très complexe un consensus. Parce qu'il y a les gardiens de la révolution qui font la guerre, il y a le Conseil suprême de sécurité nationale qui assiste le guide suprême dans les décisions stratégiques, il y a le guide suprême, et il y a probablement d'autres centres de pouvoir, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Est-ce que vous dites qu'il faut se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes que de toute façon Donald Trump ne veut pas repartir en guerre et que de toute façon il n'en a pas les moyens et que s'il le faisait, ce serait une mise en risque des dangers américains, des soldats américains, des intérêts américains. Est-ce qu'il faut se mettre dans le crâne, pardonnez-moi l'expression, qu'il ne voudra pas, il ne le fera pas? Oui, je pense qu'il faut se le mettre dans le crâne, comme vous dites, et d'ailleurs les Iraniens l'ont annoncé cette semaine avec un petit peu de fierté, comme ils savent en user, en disant on ne croit pas que Donald Trump reviendrait à une guerre, et c'est probablement la raison pour laquelle on a assisté, on y viendra tout à l'heure quand on abordera Oman, il y a une frustration croissante aux États-Unis. Donc un jour, Donald Trump menace de pulvériser Oman, qui est quand même par définition le pays médiateur par excellence, et l'autre jour, il dit aux États arabes, il faut que vous signiez les accords d'Abraham, ce qu'aucun pays arabe n'acceptera aujourd'hui. Donc, si vous voulez, pense pour faire avaler la pilule, il faut un petit peu aussi bander ses muscles et puis montrer à son opinion publique qu'on va avoir un accord et qu'on continue et qu'on va gagner sur le... Il lui faut un trophée à Donald Trump. Ce trophée, ça pourrait être, il faut l'espérer, le déblocage du détroit d'Ormuz. Et côté iranien, il faut aussi un trophée, je pense que ça pourrait être le déblocage de 24 milliards de dollars gelés au Qatar.
Xavier est tout à fait d'accord avec vous. Il le disait un peu au début de l'émission. Donc, vous êtes alignés. Puisque vous parlez d'Oman, vous dites Oman en général. En français, on doit dire Oman. On dit Iran, Oman. Je savais que je ferais naître un débat. Oman, on devrait dire le plateau du Golan, non pas le plateau du Golan. Voilà, donc je vais rester sur Oman. Voilà, je voulais trancher ce débat qui me semblait fondamental. Et donc, puisque vous venez sur le sujet, effectivement, quand Donald Trump menace de pulvériser Oman, à la surprise générale. Pour résumer, il dit si Oman coopère avec l'Iran, nous devons le faire sauter. Déclaration si surprenante, il faut quand même le dire, que beaucoup se sont dit, mais en fait il s'est trompé. Il voulait dire Iran, et puis finalement il s'est trompé, il a dit Oran. Non, dit le New York Times, c'est pas une erreur. Et d'ailleurs, écoutez-le, regardez. Le détroit d'Ormuz sera ouvert à tout le monde. Et qui va le contrôler ? Ce sont des eaux internationales. Nous allons le surveiller, mais personne ne va le contrôler. Ça fait partie des négociations que nous avons. Ils aimeraient bien le contrôler. Et Oman se comportera comme tout le monde, où nous devons les pulvériser. Ça, ils le comprennent, ça ira pour eux. Que se passe-t-il ? Vouloir pulvériser Oman ? Parce que Oman négocie avec l'Iran ce que pourrait être l'avenir d'un dispositif de sécurité et de passage dans le détroit d'Ormuz. Il y a eu le vice-ministre iranien des Affaires étrangères était cette semaine à Oman pour justement mettre en place ce dispositif qui fait partie pour l'Iran de ce qui va être discuté après. L'Iran va faire, je pense, des gestes sur le détroit d'Ormuz, mais l'Iran considère qu'il devra garder un certain levier de contrôle sur ce détroit d'Ormuz. Et Oman, qui est frontalier du détroit d'Ormuz, veut être intéressé. Et je pense que les Omanais, moi j'étais à Oman avec Jean-Noël Barrot il y a quelques semaines, je connais le ministre des Affaires étrangères omanais, sont extrêmement remontés contre les États-Unis. Alors ils ne le disent pas trop parce que ce sont des diplomates extrêmement discrets, mais il faut quand même se souvenir que le 28 février, lorsque Israël et les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran, à Genève, à travers une médiation omanaise, il y avait des négociations qui étaient sur le point d'aboutir. Et donc, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu aux États-Unis pour rapporter le contenu de ces négociations, probablement accord. Et J.D. Vance lui a dit « Tu es très sympathique, cher Al-Boussaïdi, mais c'est trop tard, it's too late ». Et donc, les Omanais sont furieux et ils le seront probablement encore plus. Mais comme ce sont des gens extrêmement courtois, discrets et diplomatiques, ils ne vont rien dire et ils mettent ça sur le compte de la frustration croissante dont je vous parlais tout à l'heure aux États-Unis face à un Donald Trump qui a quand même perdu la guerre, en tout cas d'un point de vue stratégique, on en reparlera probablement. Non mais attendez, Donald Trump a perdu la guerre d'un point de vue stratégique et ça le fait... fait sortir un Donald Trump a perdu la guerre. Il a les moyens de frapper à nouveau, mais il n'a pas les moyens de gagner parce que malgré les 18 000, alors les chiffres sont variables, mais malgré les 18 000 ou 20 000 frappes de la première phase de la guerre, le régime n'est pas tombé. Et donc aujourd'hui, on a le sentiment qu'il essaye de déplacer les centres de tension, puisque le bras de fer avec l'Iran a échoué, et de la même façon qu'il essaye de faire pression sur l'Arabie Saoudite ou sur le Qatar pour qu'ils signent à leur tour, comme les Émirats Arabes Unis et Bahreïn en leur temps, les accords d'Abraham avec Israël, c'est des tentatives de reprendre la main. C'est une forme de diversion, me semble-t-il, par rapport au cœur du sujet. Vous avez vu, on a mis vos mots en grand, en gras, en bas de l'écran. Trump a perdu la guerre stratégique. Parce que, si vous voulez... L'Iran et les États-Unis ont testé les négociations pour parvenir à régler leurs différends. Ça n'a pas marché. Les États-Unis ont testé la guerre. Ça n'a pas marché. Et ce qui me semble plus important, c'est pour ça que je parle de a perdu la guerre stratégique, c'est que c'est l'érosion de la dissuasion américaine face à l'Iran. Aujourd'hui, la guerre américaine imposée à l'Iran ne fait plus peur à l'Iran puisque les États-Unis n'ont pas remporté cette guerre. Et donc, par conséquent, demain, les Iraniens peuvent tout à fait recommencer. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une défaite stratégique. Allez-y, Samantha. C'est plus que ça, parce que c'est non seulement une défaite dans le Golfe pour Trump, mais c'est une défaite de l'image américaine dans le monde entier. Les États du Golfe sont très remontés contre les Américains. Les pays européens ont compris que leurs alliés, finalement, ne s'intéressent pas, eux, à des priorités qui sont bien ailleurs. Et puis la guerre informationnelle
l'Iran a gagné cette guerre informationnelle, peut-être pas en Europe, mais vous allez voir en Afrique, vous allez voir en Asie, vous allez voir en Amérique latine. Eh bien, le fait que l'Iran ait tenu tête, comme elle l'a fait aux États-Unis, on oublie les exécutions, on oublie le caractère absolument sanguinaire du régime. Ils deviennent des héros, mais il faut parler à certaines personnes, même à Paris. Les Irans s'en sortent comme des héros qui ont tenu tête, le David contre Goliath. Et puis, les États-Unis, eh bien, on voit une certaine faiblesse malgré cette force militaire, malgré ce budget militaire extraordinaire, n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient en Iran. Xavier, tout en qu'on comprenne ce qu'ils voulaient, parce que là aussi c'est un peu trouble. Xavier Général, et on est attendu du côté 3 de points Doha, très je ne vais pas le rapidement. faire patienter trop longtemps. Les Américains finiront bien un jour par comprendre que la puissance des bombardements ne peut rien dans les guerres modernes et que ça ne peut pas changer le cours de l'histoire, ce qu'ils comptaient faire en Iran. Ça, c'est le premier point. 2, ils ont totalement dilapidé toute leur capacité dissuasive à travers le monde entier. Là, je suis d'accord, c'est pas uniquement au Proche-Orient, c'est partout. Les Taïwanais doivent se poser beaucoup de questions. En plus, il y a des livraisons d'armes qui sont suspendues. Les Coréens du Sud doivent aussi se poser beaucoup de questions, les Japonais, et ainsi de suite. Et en Europe, on peut aussi s'en poser énormément. 3, concernant Oman, c'est un cas extrêmement particulier puisque c'est un pays qui est extrêmement proche de l'Iran géographiquement, évidemment, mais même culturellement, avec une religion qui est un peu différente des autres musulmans, qui est une religion très tolérante, très portée vers la négociation, justement. Mais il n'y a pas comment là-dedans. Je pense que la plupart des pays du Golfe, si ce n'est tous, ont la même vision comment les États-Unis ne peuvent plus nous protéger, à savoir comment n'a pas de base américaine dédiée comme il y en a dans d'autres pays du Golfe. Général, 2 mots. Trump a perdu la guerre ? Oui, revenons sur Oman. Dans le protocole d'accord, il est mentionné réouverture du détroit d'Ormuz sans péage, ce qui est une façon d'éliminer le péage conjoint que Iraniens et Omanais étaient en train de négocier. Oui. En coulisses, avec peut-être participation américaine. Dans le cadre du protocole, sans péage, donc ça évacue la... Première remarque pour répondre à ce qu'on disait sur Oman. Et Trump qui Deuxième chose, j'ai envie de dire, non seulement les États-Unis ont perdu la guerre, j'ai envie de dire une de plus. Oui. Je veux dire Afghanistan, Irak, ils ont gagné. Enfin, voilà. Vietnam, la guerre, mais ils ont pas gagné. Ils ont perdu l'après-guerre. Xavier, depuis tout à l'heure, vous dites il n'a pas seulement perdu la guerre stratégique. Vous martelez plus que ça, c'est-à-dire. Ah oui, je pense qu'il a perdu la guerre. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, mais je pense que c'est beaucoup plus que la guerre. Il a perdu la confiance de tous ses alliés. Il commençait déjà à la perdre au début de son mandat, notamment par rapport à son attitude, par rapport à l'Ukraine. Là, il y a quelque chose qui semble, j'allais dire, définitif. Allez, relativement définitif. On peut prendre la direction de Doha. Merci beaucoup d'être avec nous, Jordan Olivier. Alors, entre les frappes la nuit dernière, une base américaine au Koweït visée, Oman menacé par Donald Trump, le Golfe prend à nouveau des airs de poudrière ? Oui, alors déjà, cette phrase de Donald Trump pulvérisée Oman, elle a pu surprendre dans le Golfe, comme on sait à quel point les Omanais sont des partenaires stratégiques des Américains dans le Golfe. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, il y a quelques minutes, la Maison-Blanche a tempéré les propos de Donald Trump en affirmant qu'effectivement, s'il y avait une entente entre Omanais et Iraniens sur la question d'Ormuz, il y aurait des sanctions. Vous en conviendrez, c'est pas exactement la même chose. Et puis, vous venez de le rappeler il y a quelques instants, il y a eu ces frappes pendant la nuit, les frappes américaines sur Bandar Abbas déjà et sur plusieurs sites militaires. Et puis, la réplique iranienne sur une base américaine au Koweït. Alors, on tente de faire justement retomber la pression. Les pays du Golfe tentent de faire retomber la pression. C'est le cas du Koweït qui s'est exprimé. C'est le cas également du Qatar qui a condamné ces frappes iraniennes sur la base américaine. Évidemment, une escalade, ce serait le pire des scénarios pour ces pays du Golfe qui ont déjà été frappés durement depuis le début du conflit. C'était le 28 février dernier, même si évidemment c'est le pire scénario, mais on reste extrêmement prudent et on observe la situation avec beaucoup d'attention.
Merci infiniment, Jordan Olivier. On suit ça grâce à vous. Merci à vous. Je vous signale cette information CNN. L'Iran a utilisé des bulldozers et des camions-bennes pour ouvrir moins 50 entrées de tunnels à travers 18 sites de missiles souterrains pendant le cessez-le-feu. C'est pas tout. On voit émerger les images d'un tout nouveau système de défense iranien. Un système de défense aérien plutôt mystérieux. Moi, je pense... Solaire. Défense anti-aérienne. Voilà, comptez sur vous pour tout décrypter. Repérer, en tout cas, dans une base souterraine. Ces nouvelles images, elles semblent montrer donc un système que les analystes estiment être une installation militaire souterraine. Mais vraiment, je comptais sur vous pour nous en dire un peu plus. Que voit-on ? Alors, je découvre quasiment en même temps que vous. C'est visiblement un véhicule sol-air, de défense sol-air, visiblement de missiles, soit anti-drone, soit anti-missiles. Et ça fait penser au système S-300, S-400 américain, russe, pardon, excusez-moi du lapsus, comme quoi c'est le Trumpisme qui me rejoint. Ça fait penser à ce genre de système. Qui est intéressant, c'est que c'est en construction locale, visiblement. Ils en ont eu livrés par les Russes, donc ils ont pu les copier. Allez-y, Georges. C'est rétro-ingénierie et donc industrie d'armement locale, c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, ils ont les capacités, les derniers mots du général sont intéressants parce que c'est ce que je ne cesse de répéter depuis un mois, y compris ici. L'Iran a autonomisé tous ses processus de production. Et donc là, on en a un exemple, mais ça, déjà bien avant la guerre, les sanctions n'ont pas empêché l'Iran de produire, etc. Et on sait, moi je l'ai écrit, parce que ça se sait, que au cours du cessez-le-feu, l'Iran a continué de produire des missiles, des drones, a réparé ses centrales électriques, et que le système iranien a continué de fonctionner, parce que c'est un système qui est autonome, qui marche en produits locaux, en connaissances locales, en savoir-faire local. Donc voilà, le résultat c'est ça. Non seulement ils sont résilients, mais en plus ils élargissent leurs forces et ils les renforcent même au cours de la guerre. Oui, bien sûr, parce qu'ils savent que le système iranien, les gardiens de la révolution, sont convaincus que tôt ou tard, les Israéliens et les Américains voudront leur peau de nouveau. Voilà. Et c'est pour ça aussi que ça met autant de temps pour s'accorder, parce qu'il n'y a absolument aucune confiance. Et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Penser qu'Israël, tôt ou tard, voudra de nouveau, parce que la menace nucléaire n'aura pas été anéantie. Et donc on se prépare. Ce que fait ce pays, c'est ce que je ne cesse de répéter depuis quand même des années et des années, ils se préparent, ils s'entraînent, et ils ont encore une fois autonomisé tout leur processus de production, et donc ils sont indépendants, et donc ils sont capables de produire, réparer leurs centrales électriques, de produire des drones, de produire des missiles, de se cacher dans des tunnels. Voilà, c'est la réalité d'un Iran qui a été menacé à partir de 2019 et qui s'est préparé à ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi. Samantha Bender. Oui, de nombreuses analyses, y compris celle du think tank américain, l'Institut de l'étude de la guerre, expliquent qu'après juin 2025, les Iraniens ont accéléré leur production de missiles et de drones et de défense antiaérienne, parce qu'ils s'attendaient, ils savaient très bien que le travail n'avait pas été fini, mais ils s'attendaient à ce qu'ils reprennent. Et il y a une analogie que j'utilise parfois, alors qu'on soit pour ou contre des frappes sur l'Iran, c'est un peu comme les antibiotiques, c'est qu'une fois que vous commencez, si vous n'allez pas jusqu'au bout, eh bien, la maladie se reproduit de façon encore plus violente et vous ne vous en sortez jamais. Et ceux qui critiquent le fait que les bombardements se soient arrêtés en juin 2025 disent là, au moment où ils ont commencé, il fallait aller jusqu'au bout et faire un petit peu, c'était la pire chose à faire. C'est comme le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, maintenant, a duré plus longtemps que la phase chaude de la guerre. Donc, mon avis personnel, c'était commencer cette guerre, ces bombardements comme ça, était une erreur absolument terrible. Et qu'une fois qu'on a commencé, si Trump avait vraiment une stratégie de fin qui était autre qu'en 3 jours le régime va s'écrouler, eh bien il ne se serait pas arrêté. Et le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation où finalement la victoire sera que peut-être que le détroit d'Ormuz ne sera pas complètement contrôlé par les Iraniens, même si les Iraniens ont compris que c'est quelque chose qu'ils pourront tenir à vie. Eh bien, non seulement est-ce qu'aucun objectif n'a été atteint, mais la situation est encore pire que celle d'il y a 1 an.
Guillaume. Au moment de l'agression russe contre l'Ukraine, il y a une expression qui a fait florès, c'était la profondeur stratégique, pour parler de l'atout de la Russie par la taille de son territoire. Il me semble que c'est une expression qu'on peut aussi utiliser pour l'Iran. Et donc, on ne faut jamais oublier la taille de ce pays par rapport à tous les autres États de la région. Et ça fait que, même avec des frappes considérables, avec plus d'un mois de campagne intensive de pilonnage, les Américains et leurs alliés israéliens n'ont pas réussi à mettre à bas le système de production militaire iranien. Après, la question qui se pose, c'est toutes ces armes-là, toute cette capacité gigantesque qui semble se régénérer presque d'elle-même. Est-ce que c'est le fait d'un pays qui veut se défendre, ou est-ce que c'est le fait d'un pays qui a fondamentalement des ambitions agressives? Alors, je suis pas suffisamment spécialiste pour répondre sur tout ce qui est balistique, tout ce qui est armes tactiques. En revanche, pour le conventionnel, en revanche, l'Iran a les capacités de développer l'arme nucléaire, et donc ça montre que c'est objectivement un État dangereux. Et pour ça, l'échec américain n'en est que plus cuisant. Donc chaque jour, une nouvelle démonstration que l'Iran s'adapte, alors que du côté des États-Unis, chaque jour, on s'inquiète du manque de ressources militaires. Aujourd'hui encore, un rapport alarmiste sur la table montre que les Américains sont à la peine en la matière. C'est une nouvelle étude du Centre d'études stratégiques et internationales. Au minimum 3 ans. Voilà ce qu'il faudrait à Washington pour refaire ses stocks. Je ne vais pas plus loin parce que c'est Xavier de Giacomoni qui va tout vous expliquer cette fois. Xavier, je vous en prie, venez avec moi. Ce rapport montre à quel point les États-Unis ont puisé dans leurs stocks, dans leur guerre contre l'Iran. Oui, je vais essayer d'éviter de vous faire un inventaire à la Prévenère. On va rappeler les bases, 13 000 cibles en 39 jours sur l'Iran pour un résultat, on l'a vu, on en a parlé en plateau, qui n'est pas du tout concluant. Mais surtout, les Américains ont dépensé énormément de ressources. On va commencer par le missile emblématique des États-Unis, celui qui sert dans toutes les guerres. C'est un missile offensif, il sert à frapper l'ennemi dans la profondeur, on en parlait justement. Le Tomahawk, il pèse 1,5 tonne, ils en ont tiré 1000. Alors ça peut paraître éventuellement pas énorme pendant 40 jours, mais savez-vous combien ils en produisent annuellement? Non. Ils en produisent 86. Le Tomahawk tiré depuis un destroyer américain et qui est stationné à ce moment-là en mer d'Arabie. Alors, il y a le Tomahawk et puis il y a aussi les missiles antimissiles, les fameux THAAD, avec une particularité extrêmement intéressante, c'est que ce missile va extrêmement loin dans l'atmosphère et même au-delà de l'atmosphère, puisqu'il est exo-atmosphérique. Il peut frapper les missiles en dehors de l'atmosphère avant qu'ils recommencent à retomber sur Terre. 290 intercepteurs THAAD pour protéger leurs propres troupes, leurs propres bases, pour protéger aussi leurs alliés dans le Golfe. Il va falloir certainement attendre la fin 2030 avant de pouvoir reconstituer le stock d'intercepteurs THAAD, à savoir un THAAD coûte 12 millions de dollars. Il y a aussi les missiles SM-3 et SM-6, c'est pas 66, c'est 6, c'est pas grave. Ils sont des missiles intercepteurs qui sont tirés, pareil, depuis des destroyers, c'est extrêmement important, c'est de la défense anti-aérienne. Entre 320 et 620 ont été tirés. Alors là, on est vraiment dans la catégorie encore supérieure, ça coûte encore plus cher, il faudra 3 ans pour regarnir les stocks, mais surtout un SM-3-2A coûte jusqu'à 25 millions de dollars. Alors, c'est pas vraiment un problème d'argent pour les États-Unis. Vous savez que les Américains ont prévu de pousser leur budget jusqu'à 1500 milliards de dollars, mais c'est surtout un problème de temps, un problème d'industrie, malgré le budget. Alors, il y a des entreprises qui investissent, Lockheed Martin, par exemple, qui produit les THAAD dont nous parlions tout à l'heure, mais il faut 2 à 4 ans pour ouvrir une usine, et puis dans une usine, il faut des ouvriers. Le savoir-faire, au fur et à mesure, est en train de se perdre. Alors, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, mais même aux États-Unis, les ouvriers partent à la retraite, il va falloir trouver une solution très rapidement, c'est véritablement un problème pour Washington. En fait, l'épuisement des stocks a créé ce que l'on appelle une brèche de vulnérabilité face à un conflit potentiel, on en parlait tout à l'heure, dans le Pacifique, Corée du Sud, Taïwan, Japon, et ça, il va vraiment falloir s'en occuper rapidement. Dernier point, les bombes anti-bunker, les GBU-57, les fameuses bombes qui peuvent aller exploser jusqu'à 40 mètres sous terre, elles sont indispensables d'après le chef d'état-major des États-Unis, puisque de plus en plus les installations sont enterrées. On voit l'explosion d'une GBU-57 là sur une simulation. Voilà, la bombe pénètre,
elle traverse le sol par sa seule gravité, elle explose une fois qu'elle est dans la cavité. Eh bien, ils possédaient environ 1000 bombes anti-bunker, des GBU-57, ils en possédaient entre 20 et 30 seulement, ils en auraient utilisé 14, ils n'en auraient à ce jour pas plus de 15. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Georges Malbruno, quand bien même Donald Trump décidait de frapper dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, ces seules informations lui lient les mains? De toute façon, il ne peut plus, il ne peut pas. Oui, non, il ne peut pas. Et puis, comme on l'a dit souvent, taper pour faire quoi? Et je veux dire, aujourd'hui, la guerre est conçue comme un moyen de pression sur des négociations qui sont sur le point d'aboutir. Alors, cela étant, même si on a un protocole d'accord dans les jours qui viennent, ce protocole d'accord, comme son nom l'indique, c'est fait pour engranger ensuite, pour passer à une période de 60 jours où on va négocier justement sur ce qui fâche, et en particulier le nucléaire. Et donc, ça ne veut pas dire que ensuite l'option militaire va être levée, même si c'est une demande américaine d'obtenir un retrait probablement pas total de l'armada militaire américaine. Donc voilà, donc on avance lentement parce que le dossier qui est à régler, vous l'avez compris, est extrêmement dense. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une phase diplomatique, mais ça ne veut pas dire que dans 15 jours, on ne sera pas revenu à une phase militaire parce que on rentrera dans le dur lorsqu'on négociera le nucléaire qui est extrêmement important. Mais là aussi, je pense qu'il y a des négociations. On voit que la Chine pourrait jouer un rôle. Voilà, je pense que l'Iran, sur l'aspect nucléaire, l'Iran n'est pas fermé à des négociations. Simplement, l'Iran aujourd'hui ne veut pas abandonner sa carte maîtresse nucléaire contre des promesses, parce qu'ils se sont fait avoir quand même 2 fois en juin dernier et en février. Donc ils veulent céder le moins possible en attendant que se crée un début de commencement limité de confiance avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui la question que va se poser le guide suprême Mojtaba Khamenei, c'est est-ce que je dois faire confiance aux États-Unis ou pas? Mon père l'a fait en 2015, 3 ans après, Donald Trump s'est retiré de l'accord. On a négocié à 2 reprises depuis 1 an, on s'est fait taper dessus. Donc c'est vrai, quelle que soit l'idée ou l'image qu'on peut avoir de ce monsieur, ce sont des questions qui sont dans son esprit et qui sont aujourd'hui au cœur du dispositif, du système iranien, quoi. Et général, pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer derrière les chiffres, il n'aurait plus assez de missiles pour faire la guerre, pour attaquer, mais également pour défendre ses intérêts, par exemple les intérêts américains dans la région, pour défendre ses alliés, pour défendre Israël. J'ai employé un mot compliqué, pardonnez-moi. La guerre, depuis 5 ans, a changé de nature et nous faisons face à ce qu'on appelle une révolution, attention, aérobalistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la multiplication des drones et des missiles, je vous ai dit tout à l'heure, 10 000 missiles courte portée, ils ont 30 000 drones. On a vu ça en Ukraine, on a vu ça sur la guerre d'Iran. Fait que face à cette masse de riposte, les systèmes défensifs qu'on avait conçus pour avant, ça ne suffit plus. Ce que vous avez expliqué, c'est que c'était conçu pour la guerre d'avant, et avec la guerre d'aujourd'hui, avec la révolution aérobalistique, ça ne tient plus. Ça ne tient plus à une seule condition, et c'est ce qu'on observe entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi finalement entre l'Iran et les pays du Golfe. C'est est-ce que vous êtes capable d'encaisser les missiles de l'autre et les bombes de l'autre? Les Ukrainiens sont capables, les Russes sont capables, les Iraniens sont capables, les monarchies du Golfe sont en train de nous dire, nous, on n'est pas capables, on arrête les bombardements. Et c'est comme vous n'êtes pas capable d'absorber la masse de ce qui arrive en face, que vous allez transiger, négocier et composer. Cela ouvre, ceci dit, d'une part une conclusion. Victoire stratégique de l'Iran. Évident, nous l'avons constaté tous autour du plateau depuis tout à l'heure. Mais, et je vais mettre une petite incise à ce que vous avez dit, Georges, ça ouvre paradoxalement des portes aux Iraniens sur la question nucléaire. Pourquoi? Parce que grâce à la profondeur stratégique, grâce à leur arsenal aérobalistique, ils savent qu'ils peuvent résister à une agression américano-israélienne dans la durée et que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de développer ce qui était jusqu'à présent dans le monde d'avant, dans le monde stratégique d'avant, la garantie stratégique absolue qui était la bombe nucléaire sur le modèle nord-coréen. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que l'on peut avoir
une ouverture sur la question nucléaire et que peut-être, et là, Samantha, vous dites qu'il y a des discussions à l'intérieur du pouvoir iranien. Il y a notamment des discussions sur l'Iranien, non pas tellement sur la négociation sur Hormuz, mais sur la négociation sur le nucléaire par rapport à ce nouvel état stratégique. Et là, moi, je me demande comment les autres puissances regardent tout ça. S'il y a une faille de vulnérabilité, comment on regarde du côté de Pékin ? Alors, du côté de Pékin, c'est surtout la question de Taïwan qui devient intéressante, parce que Taïwan aussi se rend compte que finalement, la défense dont on aurait besoin ne va peut-être pas pouvoir venir, qu'il manque cruellement de patriotes et de THAAD, donc ce système de défense antiaérienne que les Américains ont beaucoup utilisé pendant cette guerre. Juste à titre d'exemple, les Américains ont utilisé la moitié de leur stock mondial de THAAD, donc de défense antiaérienne THAAD, en Israël depuis le début de la guerre. La moitié de leur stock mondial en Israël. Ils ont utilisé plus de défense aérienne américaine que les Israéliens en ont utilisé. 2 fois plus même. Voilà, donc c'est absolument énorme. Donc on parle de la vulnérabilité des autres pays. Eh bien, Israël va commencer à sentir cette vulnérabilité. Et je ne parle même pas de l'Ukraine, qui aujourd'hui voit Kiev menacée et n'a plus les moyens de se défendre. Oui, il y a les questions des livraisons également, rapidement, parce que je dois parler de Cuba et Sonia Dridi nous attend. Pour la Chine, quand vous regardez la carte un peu loin, vous voyez que finalement, autour de l'Iran, autour de la Chine, il y a une situation qui est assez comparable. C'est-à-dire qu'il y a un nombre important de bases militaires permanentes dans les pays alliés des États-Unis dans la région. Il y a un déploiement de forces importants navales avec les porte-avions. Et pourtant, quand tout ce dispositif-là a été mis en branle par les États-Unis contre l'Iran, ça n'a pas fonctionné. Et donc, peut-être que les Chinois se disent, mais ils ne sont pas aussi redoutables que ça, les Américains. Alors, la fameuse expression « un tigre de papier », et pourtant, du côté de Cuba, tout est prêt pour l'offensive. Le Pentagone attend le feu vert. C'est ce que dit nos confrères américains de Politico. Le Pentagone a passé des mois à positionner des troupes, à déplacer des actifs et des armes nécessaires pour que les États-Unis lancent une attaque militaire sur l'île des Caraïbes. Il ne manque plus que le feu vert du président américain. Nous allons vous dire dans quelques instants quels pourraient être les scénarios envisagés. Mais d'abord, donc, je le promettais, direction à nouveau la Maison-Blanche. On vous retrouve, Sonia Dridi. Merci d'être à nouveau avec nous. Il ne manque plus qu'un feu vert final de Trump. Oui, Donald Trump qui a évoqué ces derniers temps plusieurs fois une possible invasion de Cuba, alors que la pression économique exercée par les États-Unis pour l'instant ne donne pas les résultats espérés par Washington. Donc en effet, selon Politico, le Pentagone a passé ces derniers mois à positionner des troupes pour permettre aux États-Unis de lancer une possible attaque militaire. On avait aussi récemment cette information du site Axios selon laquelle le commandement militaire du sud des États-Unis, Southcom, avait organisé le mois dernier un exercice qui visait à se préparer à une intervention militaire à Cuba. Mais un responsable américain prévient aussi Axios que le président préférerait passer par une transition politique et pacifique, mais il n'écarte pas encore une fois le scénario militaire. Donald Trump qui actuellement est en train de terminer une interview à la chaîne Fox News et il est très probable qu'il s'exprime sur Cuba dans cette interview. Merci beaucoup Sonia Dridi, merci. Donc on guette ça avec beaucoup d'impatience. Merci d'avoir été avec nous. Et donc je le disais, cette question, quel scénario pour les frappes? Parce que quand on va plus loin en lisant le papier de Politico, les options vont des frappes aériennes de précision et une invasion terrestre complète. Ça peut se traduire comment? Il faut regarder le précédent vénézuélien, Amélie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 6 mois, Donald Trump et l'armée américaine a fait pression, a fait des frappes, a fait un blocus naval. Et puis, il y a eu l'intervention de tout début janvier, négociée d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Succès. Et donc, vis-à-vis de l'échec en Iran, Trump prépare le coup d'après. La seule différence par rapport à ce qui s'est passé au cours des 60 dernières années, c'est que puisque Cuba est tombé, puisque le Venezuela est tombé, Cuba
est sous un strict embargo pétrolier. Il n'y a plus de pétrole qui arrive à Cuba. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Cuba, vous avez 3 heures d'électricité par jour. Enfin, et donc, là, il y a une réelle fragilisation économique du pays qui est différente de ce qu'on a pu observer au cours des derniers mois ou des dernières années. Et c'est, à mon avis, là-dessus que joue Donald Trump en se disant « je vais encore jouer ça quelques mois et puis on fera une affaire comme on a fait au Venezuela ». Oui, Axios le dit, la stratégie vise à étrangler économiquement Cuba en ciblant les principales sources de revenus, les entreprises, etc. Bref, si je dois simplifier, c'est attendre qu'il tombe, ce pays, comme un fruit mûr pour le ramasser et jouer des oppositions. Ma question, Georges Malbruno, vous concernant, c'est est-ce que vous imaginez un président américain aller direction Cuba quand il est toujours occupé en Iran ? Ça paraît un petit peu difficile et il faut espérer alors qu'après que les militaires fassent de la planification, c'est leur rôle, mais... Il y a plus que de la planification, on parle vraiment de déplacement, d'armes, de troupes. Mais ça me paraît extrêmement hasardeux. Je pense que compte tenu de ce qu'est Cuba aujourd'hui, les États-Unis auraient probablement intérêt à envisager un changement à l'intérieur du système plutôt qu'une invasion. Parce qu'une invasion terrestre, là, on se replace dans un scénario qui est quand même assez risqué. On est quand même à 4 mois des élections de midterm. Donc moi, j'y crois pas trop. Je suis pas un spécialiste de la région de Cuba ni des États-Unis, mais ça me paraîtrait extrêmement risqué. Non, ce qui fait croire que les États-Unis sont en train, en tout cas, de vouloir se donner une option, c'est qu'il y a c'est Axios aussi qui a expliqué que le département d'État est en train d'accuser Cuba d'avoir des drones, de planifier d'envoyer des drones sur Guantanamo, et que ce serait une menace. Il pourrait créer une menace existentielle pour les États-Unis le jour où ils ont envie d'envahir. Donc on sent qu'ils sont en train de préparer un peu la sphère informationnel. Je suis entièrement d'accord. Faire ça pendant que la guerre en Iran n'est pas terminée, ce serait extrêmement hasardeux. Et puis, Trump, je pense, espère qu'il va pouvoir trouver un Delcy Rodriguez, donc la nouvelle présidente du Venezuela qui a remplacé Nicolas Maduro, sans qu'il y ait de changement de régime, de trouver un Delcy Rodriguez à la cubaine, pour ensuite pouvoir aller mettre la main sur les mines de nickel qui appartiennent au Canada, pour aller construire des golfs à comme il avait rêvé de le faire. Et Trump Tower sur la plage de Varadero. Donc voilà, il semblerait que, et ce serait la chose la plus logique à faire, mais il y a le peuple cubain quand même qui, malgré toutes les privations dans lesquelles il vit, vont peut-être pas les accueillir les bras ouverts. Il faut quand même rappeler que sous cet embargo, pénurie alimentaire, d'électricité, de absolument, PIB inférieur à Haïti aujourd'hui. Mais sous cet embargo, des gens meurent dans les hôpitaux cubains aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'électricité, les appareils de respiration artificielle ne fonctionnent plus, les enfants nés prématurément ne peuvent plus aller sous incubateur. Donc c'est en train de créer une vraie colère vis-à-vis des États-Unis aussi, parce que le pétrole vénézuélien, qui était le sang qui faisait vivre l'économie cubaine, n'arrive plus. Mais pour autant, Rubio, par exemple, qui est particulièrement concerné, compte tenu de ses origines, par le dossier cubain, assure que c'est une question de sécurité nationale. Cuba est dans une situation très difficile car malheureusement pour ses habitants, le pays est dirigé par une bande de communistes incompétents. Être communiste, c'est mal. Être un communiste incompétent, c'est pire. Avoir un État défaillant à 144 km de nos côtes constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Cuba, une menace pour la sécurité nationale. Pourquoi ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire parce qu'effectivement que les communistes cubains soient des méchants, c'est pas complètement nouveau. Le problème, c'est que les Américains ont lancé un embargo il y a un demi-siècle maintenant, et le régime n'est jamais tombé. Donc, je pense quand même qu'il y aura une tentation des Américains, effectivement. Samantha de Bender disait ce serait hasardeux. Mais peut-être qu'attaquer l'Iran, c'était hasardeux aussi, et pourtant, Trump l'a fait. Donc, je mesure mal quelle est la difficulté stratégique, mais en tout cas, politiquement, vis-à-vis de l'aile droite des Républicains, l'aile la plus belliqueuse, qui critique Trump de se retirer en Iran, de pas aller jusqu'au bout. On sait qu'il y a, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, cette voie-là, dans le camp même de Trump, attaquer Cuba, mais quelle revanche!
Oui, Xavier. Mais il n'y a peut-être pas besoin. C'est un peu. Moi, je fais un parallèle avec la Chine et Taïwan. La Chine attend patiemment son heure. C'est pas certain du tout qu'elle déclenche une guerre pour reprendre Taïwan. En revanche, elle est convaincue qu'un jour ou l'autre, elle reprendra Taïwan, qu'elle prendra d'ailleurs, parce qu'elle l'a jamais eu, la Chine communiste. Et c'est un peu pareil. Les États-Unis non plus. Je suis d'accord avec vous sur cette expression que tombe le fruit mûr. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En fait, aujourd'hui, Cuba, c'est plus une dictature communiste. En fait, c'est une dictature communiste d'affairistes, et ils sont plutôt compétents en matière d'affaires. Ça va souvent ensemble. Puisque on sait que le consortium qui gère les actifs militaro-affairistes dépasse les 20 milliards de dollars d'actifs, et parmi ces gens-là, il y a certainement des gens qui seraient prêts un jour ou l'autre à collaborer, notamment s'il n'y a plus le dernier symbole en fait de cette révolution castriste, qui est le frère de Castro, Raúl Castro. Alors, puisque vous parlez de la Chine, oui, qui a été mis sous mandat d'arrêt, ce qui peut aussi aider éventuellement à faire la même opération qu'avec Maduro. Et donc, puisque vous parlez de la Chine, Pékin salue la résistance cubaine aux pressions américaines. Bien sûr. Voilà, dans la tectonique des plaques, c'est toujours intéressant de regarder comment les puissances se regardent entre elles. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Général. Bienvenue dans la famille du Grand Dossier. C'était parfait. Merci beaucoup, Xavier de Giacomoni. Merci beaucoup, Georges Malbruno. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Samantha, bien sûr, bien évidemment aussi. Je suis ravie de vous retrouver à chaque fois, Guillaume Roquette, vous le savez. Merci à vous de nous regarder.